Bonjour, bienvenue sur Tao. Alors aujourd'hui, je vais continuer ma série de vidéos sur la navigation par gros temps et je vais parler de la cape. Alors, je vais essayer d'être pas trop long, quoi, de ne pas faire une vidéo de 40 minutes. Donc ceux qui veulent aller plus loin, je vous conseille vraiment d'aller lire ce livre, particulièrement sur la cape où il est bien fait. Donc je vous en ai parlé déjà X fois. Gros temps, tactique et manœuvre d'Alain Gray. Il est assez loin dans ses explications et c'est assez technique. Donc, je vais vous montrer des captures d'écran que j'ai fait du livre et je vous conseille naturellement de faire des pauses pour pouvoir lire si vous voulez aller un peu plus à l'intérieur du sujet. Alors, qu'est-ce que c'est se mettre à la cape? Donc, c'est ce que Alain Gray, lui, il appelle la cape inerte. Donc, vous vous retrouvez avec votre grand voile avec 3 rives qui est bordé. Vous avez le foc à contre et vous devez essayer de trouver un réglage entre la barre, la voile d'avant, plus ou moins bordée, plus ou moins choquée, plus ou moins loffée au niveau de la barre, pour avoir une cape, ce qu'il appelle correcte. Pardon. Donc, ici, ça crée un remous protecteur. Le remous protecteur est directement en relation avec les œuvres vives du bateau. Vous dérivez suivant cet axe, donc plus ou moins grand largue. Voilà. Alors après, vous avez les autres capes, enfin entre guillemets, c'est la même cape, mais plus ou moins vous arrivez à trouver plus ou moins bien votre équilibre. Vous allez vous retrouver avec une cape un peu molle ou une cape un peu ardente. Et ça va surtout varier, faire varier votre dérive. Et le remous protecteur, il va être un peu moins bien situé. Donc la première chose à dire, c'est que ce fameux remous protecteur, il est directement issu des œuvres vives de votre bateau. Donc on va tout de suite bien comprendre que ce n'est pas la même chose que d'être à la cape avec une ancienne goélette comme ça, où c'était beaucoup utilisé, que d'être avec une quille longue, que de le faire avec des voiliers modernes où la quille est plutôt étroite, voire encore pire avec un dériveur intégral, où là il va y quasiment y avoir pas de remous protecteur. Voilà, alors je reviendrai là-dessus au cours de la vidéo un peu plus en profondeur. On va tout de suite parler des avantages et des inconvénients. Euh, donc, surtout si vous étiez au pré avant, tout d'un coup, quand vous vous mettez à la cape, quand même, le matériel il prend beaucoup moins cher, le gréement, etc. Ça va beaucoup mieux, les mouvements sont beaucoup plus calmes. Hein, ça peut ne pas paraître évident pour les néophytes, mais je peux vous assurer qu'il y a un réel changement. Si vous arrivez à bien maîtriser la cape, vous êtes à 50 à 70 degrés du vent réel, orienté à 50 à 70 degrés du vent réel, donc vous prenez les déferlantes plutôt par l'avant, donc c'est l'endroit où le bateau est le mieux défendu, donc c'est là que c'est le mieux de prendre une déferlante. Enfin, c'est là qu'il risque d'y avoir moins de casse. Les mouvements sont doux, donc pour prendre la cape, contrairement à beaucoup d'idées reçues, vous allez être obligé de barrer, quoi. Parce que l'équilibre n'est pas évident à barrer, c'est un équilibre dynamique qui varie un peu suivant les rafales de vent, etc. Donc vous ne pouvez pas attacher la barre. Donc vous allez devoir barrer. Donc maintenant on va faire ça avec un pilote ou un régulateur d'allure. Avec le régulateur d'allure, ça fonctionne pas trop mal. Votre cape, elle va beaucoup dépendre de votre zone de remous, quoi. Les inconvénients. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est que c'est pas facile. Donc déjà ceux qui veulent faire ça en attachant la barre, c'est peine perdue, etc. L'inconvénient des dériveurs intégraux, l'inconvénient que j'ai cité tout à l'heure en avantage, c'est-à-dire que vous pouvez avoir, ou je ne l'ai peut-être pas dit, vous pouvez mettre l'équipage en bas, etc., en repos, puisque le bateau il est dans une position d'attente, donc l'équipage peut se reposer, etc. Mais ça présente aussi des inconvénients, c'est que vous êtes dans une situation attentiste. Donc, si jamais il faut remonter sur le pont et commencer à s'activer, bah, il va y avoir des temps de latence, des temps de retard. Et ça, c'est pas l'idéal, quoi. Sortir un équipage de sa banette pour aller le faire manœuvrer par 50 nœuds de vent dehors, c'est pas du tout l'idéal, quoi. Euh, Naturellement, il y a un inconvénient, c'est que le bateau, il dérive. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait suffisamment d'eau sous le vent du bateau pour qu'il ait de l'eau à courir. Alors, c'est un moindre inconvénient par rapport à la fuite, où là, il faut encore beaucoup plus d'eau, hein. Je vous renvoie à ma vidéo sur la fuite. Et vous ne pouvez pas faire ça dans n'importe quel type de fond.
il faut que vous ayez au moins des grands fonds, quoi, pas des faibles sondes. Alors la définition d'une faible sonde, c'est une hauteur d'eau égale ou inférieure à la demi-longueur demi-longueur d'onde, c'est-à-dire à la distance entre deux crêtes de houle, quoi. Voilà. Donc, vous mesurez deux crêtes de houle, vous divisez par deux. Si vous avez moins de ça comme fond, c'est dangereux parce que ça veut dire que vous allez avoir des déferlantes avec des houles qui sont très abruptes. Donc dans ce cas-là, la cape est dangereuse. Alors, je vous rappelle que pour ceux qui ont besoin de mes services, je mettrai comme d'habitude sous la vidéo le lien vers mon blog. Donc le voici, vous voyez, c'est quelque chose. Il y a un accueil, mon expérience, je décris bien un petit peu tous les services que je peux vous proposer, essentiellement de l'aide pour mettre à jour votre bateau dans un cadre de programme hauturier, ou aussi de l'aide pour acheter votre bateau, vous aider à choisir le meilleur bateau qui correspondra à votre projet. Là, en dessous les petits plus, il y a le tarif contact. Voilà, une petite page, voilà, des jolies photos de mon tour du monde et mon contact. Et je rappelle aussi, pour ceux qui le souhaitent et qui ont apprécié Paulette dans les petites vidéos, que vous pouvez acheter son livre qu'elle a écrit. Ce sont ses aventures à bord de Tao, une croisière qu'elle a effectuée avec moi des Antilles vers les États-Unis. Alors, il y a des petites variantes à la cape. Il y a la cape sèche et il y a la cape, comment on appelle ça, la cape courante. Alors moi sur Tao, j'ai souvent fait la cape courante parce que, en fait, j'ai énormément de mal. Tao ne reste pas du tout bien à la cape classique. Il a tendance, dès qu'il manque un petit peu de vent, à tomber sous le vent et à se mettre beaucoup plus travers à la houle. Et ça va bien quand vraiment il y a les grosses rafales, les moments les plus forts de vent. Là, j'arrive à le faire maintenir à 50 degrés du vent. Mais dès qu'il est déventé, même des fois par rapport à la houle, etc., ou dès que la houle tape un peu trop vers l'avant, etc., il a tendance à tomber sous le vent, donc j'y arrive pas bien du tout. Donc moi, je fais souvent ce qu'on appelle la cape courante. Donc là, vous la voyez ici expliquée. En fait, vous portez la grand voile, vous remettez le safran beaucoup plus dans l'axe et vous faites avancer le bateau. Donc le bateau va avancer entre 1 et 3 nœuds, suivant la force du vent, suivant comment vous avez réglé les voiles. Inconvénient naturellement, c'est que vous n'êtes plus du tout dans la protection du remous, mais il n'y a plus de remous protecteur puisque vous avancez. L'avantage, c'est que moi dans mon cas, c'est beaucoup plus facile à tenir, ça j'y arrive. Et que, en plus, je dérive beaucoup moins. Donc moi, j'arrive à plus ou moins faire du travers, voire un petit peu à perdre sous le vent, mais pas beaucoup. Donc moi, j'aime bien ça parce qu'en plus, ça me permet comme ça de ne pas trop perdre sous le vent. Et surtout, moi, dans mon cas, j'arrive assez bien à maîtriser l'angle que j'ai par rapport au vent et donc l'angle que j'ai par rapport à la houle. Alors moi, je le fais même carrément sans foc, juste avec la grand voile. C'est une autre solution qui ne montre pas là, mais moi, je le fais comme ça, quoi. Alors, il existe encore une autre solution, c'est la cape sèche. Alors, la cape sèche, qu'est-ce que c'est? Bon, là, je vous dis, vous ferez des pauses et vous lirez. La cape sèche, c'est vraiment affaler toutes les voiles, mettre la barre sous le vent et laisser le bateau dériver comme ça. Inconvénient, naturellement, c'est que vous dérivez beaucoup, c'est la solution que vous dérivez le plus, vous dérivez quasiment dans le lit du vent. Et que vous devenez totalement dans une situation où vous n'êtes plus du tout maître de votre manœuvre, vous n'avez plus de voile, etc. Donc vous devenez un peu le jouet des vagues. C'est un petit peu le problème, quoi. Alors, moi là-dessus, j'ai une expérience. Un jour, je me suis retrouvé au large de la Nouvelle-Zélande. Le vent, je me suis pris un coup de vent de face. C'est vraiment monté fort. Il y a eu 65 nœuds. D'ailleurs, les Néo-Zélandais m'ont porté disparu. Ils ont envoyé un avion pour me chercher. Et moi, je me suis retrouvé à faire la cape parce que sinon, ça aurait été tiré des bords et j'y arrivais pas. Et à un moment, voilà, j'ai trouvé que la grand voile elle commençait un peu trop à subir, quoi. Et je me suis dit, idée tordue que j'ai eue là, je vais tester la cape sèche, voilà. Au départ, il n'y avait pas trop de houle, parce que le coup de vent est devenu soudain, et de façon soudaine, donc il n'y avait pas trop de houle. Et puis en fait, j'étais d'ailleurs sous le vent d'une côte.
Donc j'avais pas trop de houle, mais au fur et à mesure que je me suis éloigné vers le large, naturellement j'ai eu beaucoup plus de houle. Et il est arrivé ce qui devait arriver, c'est que le bateau était comme ça, travers, voire légèrement un petit peu grand largue, dérivant, et une houle est arrivée, une méchante déferlante, elle a pris le bateau, elle l'a soulevé, elle l'a fait déplacer énormément du point de vue latéral, quoi, hein. J'ai vraiment, voilà. Donc moi j'étais sur la banette tribord ici, je suis passé dans la bibliothèque de l'autre côté sans toucher tout ce qui est au milieu du bateau, hein, ni la table ni rien, j'ai passé par-dessus la table, par-dessus la toile anti-roulis. La toile anti-roulis ne m'a même pas empêché de sortir, et je suis atterri dans la bibliothèque de l'autre côté. Puis alors donc, le bateau s'est déplacé comme ça latéralement, puis la vague l'a tapé vers le bas, l'a ramené vers le bas, donc il a dû vraiment se faire prendre dans le rouleau. Il a violemment tapé vers le bas, puis la vague l'a reprise, ou une suivante, hein, je ne sais pas, plutôt une suivante, peut-être probablement, l'a retapé, enfin, etc. Et donc il a tapé au moins 2 fois comme ça, et voire 3, hein, je me souviens plus très bien, et puis bon, voilà, on n'est plus trop en train de compter. Donc ça m'a guéri définitivement de la cape sèche, hein, donc là, plus jamais, quoi. Donc, alors, si je la refais, ça m'arrive de le faire assez régulièrement, mais c'est dans des cas très particuliers. Par exemple, je vois un orage arriver, je sais que l'orage va durer peut-être une demi-heure, 1 heure. Je sais qu'il n'y aura pas de mauvaise mer, parce que c'est un orage, c'est soudain, ça souffle pendant 1 heure, ça n'a pas le temps de lever euh, trop de houle dangereuse. Et je sais que ça va être extrêmement pénible, on ne sait pas la force du vent, donc ça se tient même 3 riz, ça va être de trop. Le vent va tourner dans tous les sens, bon voilà, je ne peux pas m'embêter, j'affale tout, j'attends que l'orage y passe et puis après je repars, quoi. Voilà. Mais en dehors de ce genre de cas particulier, je ne fais plus de cape sèche, je trouve ça trop dangereux avec mon bateau. Alors, les voiles que l'on doit utiliser. Alors, normalement, vous pouvez, naturellement, beaucoup de bateaux prennent la cape avec la grand voile dans lequel ils ont mis 3 riz, mais en théorie, il existe aussi une voile suédoise ou une voile de cape. Alors, là, vous voyez la voile de suédoise. Donc, la voile de suédoise, c'est taillé comme une grand voile. Elle se met sur la baume. Donc, bon, ici, c'est en bordure libre, hein. Elle se met sur la baume, mais elle est de surface beaucoup plus petite que la grand voile. Et une voile de cap, c'est ceci. Vous n'avez pas besoin d'utiliser la baume. L'écoute va se frapper sur les 2 taquets qui sont derrière du bateau. Elle a une forme, vous voyez, beaucoup plus triangulaire, avec ce point là qui est normalement pas très bien dessiné. Là. Le point là est normalement beaucoup plus bas que le point d'amure. Le point d'écoute est beaucoup plus bas que le point d'amure. Et ça, c'est juste vraiment pour faire la cape, hein, pas plus. Ça, théoriquement, vous pouvez encore faire du travers ou peut-être espérer un peu remonter au vent, quoi. Bon, ça va dépendre des bateaux. Alors, c'est plus du tout utilisé, je ne sais pas si même ça a été beaucoup utilisé à une certaine époque, parce que le problème, c'est qu'il faut affaler et ranger votre autre voile pour mettre ça. Donc là, vous voyez tout de suite la difficulté. Alors, j'ai lu dans l'ICO que certains disaient qu'il y avait une double gorge au niveau du mât. Moi, je n'ai jamais vu ça. Jamais sur tous les bateaux que j'ai navigués, j'ai jamais vu une double gorge. Donc, pas moyen de préparer la voile de cap avant et d'être prêt à la hisser, et puis voilà. Et deuxièmement, c'est quand même extrêmement difficile à hisser. Alors, bon, sur certains bateaux modernes où la baume est très haute, où vous avez un lazy bag, un lazy jack, etc. Donc là, bon, on abandonne, hein, c'est carrément plus possible. Sur un voilier comme Tao, bon, on peut imaginer que ça serait possible, mais c'est quand même, voilà, c'est une voile qui est en partie endraillée le long du bas, il y a au moins un coulisseau, donc ça veut dire qu'il va quand même plus ou moins falloir déventer la voile pour pouvoir la hisser. Bon voilà, ça paraît très, très compliqué. Donc certains préconisent, plutôt que d'avoir une suédoise, d'avoir une grand voile avec 4 bandes de riz. Bon, moi j'ai jamais fait ça, j'ai toujours tout passé avec seulement 3 riz. Jusqu'ici, ça a été. Bon, c'est sûr que c'est pas obligatoirement l'idéal, quoi. Mais c'est vrai que ces voiles ont été faites aussi à une époque où les gens avaient des voiles en coton, etc. Et donc, clairement, les voiles étaient beaucoup plus fragiles que maintenant, quoi. Mais après, c'est un peu la même explication que ceux qui utilisent un enrouleur ou ceux qui disent comme moi qu'il faut utiliser un tourmentin. Votre grand voile, c'est pas l'idéal, hein. Quand vous avez pris 3 riz, il y a un gros truc dessous, enfin, etc. Voilà, il y a beaucoup plus de choses qui peuvent mal se passer. Une voile suédoise, c'est fait exprès pour ça, quoi. Mais la difficulté de l'envoyer. Alors, ceux qui trouvent bizarre un peu, parce qu'ils vont me dire, bah alors toi, tu préconises d'utiliser un tourmentin, tu veux envoyer les gens à l'avant, changer une voile d'avant et mettre un tourmentin, et puis là, la suédoise, tout d'un coup, c'est beaucoup plus difficile. C'est quand même quelque chose de différent.
Le tourmentin, vous le mettez à l'avant, c'est un Fock qui est simplement endraillé sur un câble métallique, donc vous pouvez le mettre complètement au portant. Vous n'êtes pas obligé de déventer la voile quand vous la hissez. Et en plus, c'est à l'avant. Vous allez être par exemple, moi je suis au niveau du mât, mais je ne suis pas à l'endroit où la voile elle claque, donc je ne risque pas de prendre un coup d'écoute dans la figure, ou ceux qui ont un piano, ils sont à l'arrière. Là, quand vous hissez cette voile de cap ou cette suédoise, vous êtes à l'arrière du bateau, donc vous avez les choses là qui claquent au-dessus de vous, au-dessus du cockpit, au-dessus du... Voilà, directement là où vous manœuvrez. C'est quand même beaucoup plus dangereux. Plus le fait qu'il faut se mettre, pas face au vent, mais il faut un minimum déventer un peu le bateau, quoi. Voilà, alors là, Alain Gray, pareil, vous ferez une pause. Il explique un petit peu les différences, les différentes façons de toiler son bateau suivant qu'on a un sloop gréé en côte, qu'on a une golette, un ketch, etc. Bon, les différentes solutions qu'il peut y avoir. Il s'étend beaucoup là-dessus. Alors, il est intéressant dans le livre, c'est qu'à un moment, il dit, Tabarly, lui, il expliquait que sur Pendwick 6, la cape, c'était vraiment bien, et même sur Pendwick 3, la goélette, c'était super, mais lui, il dit, moi, je comprends pas, parce que sur les bateaux que j'ai possédés, parce que lui, il avait possédé aussi des ketchs, et avec d'autres personnes avec qui il a discuté, ça paraissait pas l'idéal de se mettre à la cape aussi avec des ketchs. Il parle en fait que comme il y a trop de différences entre la voile complètement à l'arrière sur l'artimon et le tourmentin complètement à l'avant, surtout ceux qui ne sont pas gréés en côte, qu'il y a des mouvements de bascule parce que le tourmentin prend le vent quand il monte la vague, il prend le vent bien avant l'autre voile et que donc il fait abattre le bateau. Alors, comme lui-même le précise dans son livre, je pense que ça attire notre regard sur une chose. La cape, c'est difficile à faire, donc je conseille sérieusement de vous entraîner avant pour trouver des bonnes solutions et puis bien la maîtriser. Et il va y avoir énormément de facteurs qui vont jouer. Donc les deux ont probablement raison, mais les deux ne naviguent pas sur les mêmes bateaux. Pendwick 6, c'est un grand bateau, Pendwick 3, c'était aussi un bateau de 17 mètres. Ce n'est pas la même chose que un ketch ou une golette qui fait 12 mètres, quoi. Voilà. Et les surfaces, le poids du voilier, etc., tout était différent, quoi. Pour commencer un petit peu à conclure, je vais vous citer quelques chiffres du Fastnet 79, donc là où il y avait eu beaucoup de bateaux et beaucoup de morts. Donc c'est un des rares exemples où on a des bateaux un petit peu relativement proches de ce qu'on a maintenant, et où il y a un nombre conséquent de bateaux, donc il y a quand même de la statistique intéressante à faire. Donc sur 235 skippers qui ont été interrogés, 48% ont chaviré à l'horizontale. Donc c'est pour vous dire quand même que de prendre force 10, c'est quand même 10 Beaufort, c'est quand même dangereux avec nos voiliers, quoi. Sur ces 113 qui ont chaviré à l'horizontale, 77% ont été plus qu'à l'horizontale. 77, pardon, donc 33% ont été plus qu'à l'horizontale. C'est-à-dire soit ils ont fait un tour complet, soit ils ont été jusqu'à 120 degrés, etc. Voilà. Parmi les 77 bateaux qui ont fait un chavirage à plus de 90%, les 2 tiers prenaient la houle par le travers ou la hanche, quoi. Donc ça veut dire que les 2 tiers, ces 2 tiers qui ont chaviré, soit ils maîtrisaient mal la cape, et donc, comme je vous dis, Tao, ils avaient tendance à avoir abattu, et paf, ils ont pris la houle et ils se sont fait rouler, soit ils avaient choisi d'être à la cape sèche. Et donc, il précise en effet que sur ces 77 bateaux, 45 étaient à la cape sèche. Donc là, on a pour un coup, c'est rare hein, dans l'histoire de la navigation, mais un petit peu des chiffres statistiques. Alors malheureusement, dans le rapport du Fastnet, c'est pas assez creusé toutes ces questions. Mais là, on en voit quand même 45 sur 77 qui étaient à la cape sèche, donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. La cape sèche, ça paraît quand même pas une bonne idée. Alors, l'utilisation d'encre flottante ou de traînard, je la traiterai dans une autre vidéo. Mais en effet, ça peut paraître intéressant parce que ça permet justement, par exemple, des bateaux comme Tao où j'arrive pas à les stabiliser entre 50 et 70%. Normalement, le but justement d'une encre flottante, c'est de réussir à les stabiliser à cet angle et naturellement de moins dériver. Donc l'idée paraît quand même relativement intéressante. Alors, Alain Gray, lui, il souligne le fait que
quand vous allez être à la cape, bon, le remous protecteur, c'est une théorie qui est vraie, hein, moi j'ai eu l'occasion de naviguer sur des bateaux où on s'est mis à la cape et en effet il y avait un remous, d'autant plus que c'était des bateaux, à quille longue, donc là on le voyait vraiment bien, quoi, et en effet ça calmait la mer, quand elle arrivait, mais l'effet il est, quand même limité, hein. Quand vous allez vous retrouver à force 10 et qu'il y a une grosse déferlante qui va arriver, vous allez quand même vous la prendre en pleine poire. Donc, si vous êtes à la cape et que vous avez réussi à garder le bon angle, vous allez prendre la houle sur le bon endroit du bateau, ça peut bien se passer. Malgré tout, comme le signale Alain Gray dans son livre, et là-dessus je suis d'accord avec lui, c'est pas la même chose de se prendre une déferlante comme ça dans la figure quand vous êtes sur Tao qui fait 4 tonnes et demie, que quand vous êtes sur Penwick qui fait Penwick 6 qui fait 25 ou 30 tonnes, quoi. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Et donc Alain Gray, lui, alors tout ce que je vais dire à partir de maintenant, c'est du ressenti, hein, on n'est pas dans quelque chose de scientifiquement prouvé. Donc là, j'émets un petit peu des hypothèses, dues un petit peu à mon expérience, mais ça n'a valeur que, voilà, pour plus de ce que je dis, quoi. Voilà, hein. Ça n'a aucune valeur scientifique et c'est mon ressenti, c'est même pas une certitude, c'est plus mon ressenti, qui peut être aussi dû d'ailleurs à ma mauvaise expérience de la cape sèche. Et d'autres fois aussi où j'étais à la cape, où j'ai pris quand même des sérieuses déferlantes, pas au point du jour-là, mais il y en a une autre quand même en Argentine où j'ai aussi traversé le carré, hein. Je suis passé aussi de la banette de tribord à la banette de bâbord, quoi. Donc voilà, mon expérience de la cape, désastreuse à la cape sèche, mais toujours un peu mitigée aussi à la cape, parce que comme je vous le dis, j'arrive pas déjà à maintenir bien l'angle et parce que j'ai pris des déferlantes, m'amène à penser comme Alain Gray que c'est quand même pas l'idéal sur des petits bateaux. Alors Alain Gray, lui, il parle de 8-9 tonneaux. En dessous de ça, il pense que ça serait pas une très bonne solution dans du très mauvais temps. Bon, les histoires là, voilà. Mais ça revient à peu près à un bateau de 10 mètres, hein, voilà. En dessous de 10 mètres, ça serait pas génial. Au-dessus de 10 mètres, commencerait à être mieux. Et là, probablement que plus de 12 mètres, vous commencez à être un peu plus dans une zone confortable. Donc là, nettement, un gros bateau, un plus grand bateau, c'est un avantage. Je pense que si le bateau est des quilles longues, etc., c'est un avantage. Un dériveur, c'est un inconvénient. Voilà. Donc, bon, après, je ne veux pas tirer des règles, hein, mais à chacun de voir, et surtout de se dire que c'est pas obligatoirement si l'idéal par rapport à ce qui était fait dans des temps anciens, mais c'est vrai que dans les temps anciens, les gars naviguaient avec ce genre de bateau, quoi, voilà, quoi. Et puis, un petit défaut aussi que j'ai oublié de souligner dans la cape sèche, c'est le risque. Je crois que je ne l'ai pas dit, hein, donc bon, je le redis si je me trompe, que je l'avais dit, tant pis. La cape sèche, l'inconvénient, c'est que quand vous prenez une déferlante, le bateau risque de reculer sur son safran, donc là, risque de casse de safran. Je vous envoie, c'est exactement ce que j'avais déjà expliqué pour l'encre flottante, quand vous la mettez devant, reculer sur le safran, c'est pas une situation d'avenir. Il existe aussi ce défaut sur la cape, quand, au moment où le vent y baisse, etc., le bateau, la grand voile va être moins efficace. Moi, j'ai vu à des moments où le bateau, il pivote, et entre guillemets, il fait comme ça un petit peu un arc de cercle, et en effet, il peut reculer un petit peu sur le safran. Donc moi aussi, c'est quelque chose qui me stresse beaucoup, quoi. Voilà, donc moi personnellement, j'utilise toujours la cape. Mais c'est vrai que plus je navigue et plus je deviens circonspect sur cette histoire, hein, surtout sur Tao, et je surveille maintenant de plus en plus la houle et les déferlantes, et intrinsèquement je me sens plus en sécurité en fuite que à la cape, quoi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous dis à bientôt, j'espère qu'elle vous a plu, n'oubliez pas de commenter, liker, partager sur vos réseaux sociaux, et puis be safe, à plus tard.